Bonjour, quatrième volet sur la programmation en C++ de l'Arduino, et aujourd'hui on va voir les opérations qu'on peut faire en langage Arduino. On a tout d'abord les opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division et modulo, qui donnent le reste d'une division entière. Ainsi 9 divisé par 4 égale 2 avec un reste de 1. Donc 9 modulo 4 égale 1. Ensuite les opérateurs de comparaison. Strictement égal représenté par un double signe égal, différent représenté par le point d'exclamation devant un signe égal. Le point d'exclamation est aussi l'opérateur logique non qu'on va voir plus loin. Inférieur ou supérieur strict et inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Ces opérateurs sont utilisés dans des structures conditionnelles, if-else, else-if, et dans la condition des boucles while, mais aussi dans les switch cases. Il renvoie un booléen, true si la condition est remplie, ou false si elle ne l'est pas. On a aussi des opérateurs d'affectation qui permettent d'affecter une valeur à une variable ou à une constante. Et je m'aperçois que je n'ai pas parlé des constantes. En fait, ce sont tout bêtement des variables dont le contenu ne varie pas. Et elles ont les mêmes types que les variables, il faut juste ajouter le mot const, C-O-N-S-T, devant. Dans ces opérateurs d'affectation, on a déjà vu le plus simple, qui est le signe égal. Mais on peut aussi avoir une addition qui équivaut par exemple ici à ajouter 3 à la variable a. Et les autres opérations arithmétiques sont aussi possibles. Les opérateurs logiques sont très importants à comprendre, car ils vont permettre de grouper des conditions pour diminuer le nombre de if-else. On ne va voir que les principaux avec le et logique, qui est vrai si les deux conditions sont vraies en même temps, le ou logique, qui est vrai si l'une ou l'autre des conditions sont vraies, mais pas les deux ensemble, et le non logique, qui inverse la valeur booléenne. Ils sont le plus souvent associés aux opérateurs de comparaison, avec ici pour condition que A soit supérieur à 0 et que B soit inférieur à 10. Dans cet exemple, on veut une voiture de moins de 5 000 €, ou alors allant jusqu'à 5 500 €, mais avec un GPS. Dans le premier code, on teste les deux conditions séparément avec un if-else. Donc si le prix de la voiture est inférieur à 5 000, j'achète. Autrement, c'est le else-if. Si la voiture coûte 5 500 et qu'elle a un GPS, j'achète aussi la voiture. Sinon, c'est le else, je ne l'achète pas. Et on voit en dessous comment on peut simplifier le code avec deux tests seulement, en combinant la condition prix inférieur à 5 000 ou prix de 5 500 et option GPS. La position des parenthèses est très importante, car chaque expression entre parenthèses est évaluée séparément. Prix voiture inférieur à 5 000 est évalué et est remplacé par son résultat true ou false. De même, prix voiture égale 5 500 et option GPS est aussi remplacé par son résultat true ou false pour participer à l'opération logique. Enfin, on voit qu'on peut tout simplement se passer du test if-else en utilisant uniquement des opérateurs booléens, en déclarant simplement achat voiture comme booléen. Donc prix voiture inférieur à 5 000 est évalué et est remplacé par un booléen, vrai ou faux. Prix voiture égale 5 500 aussi, et option GPS est aussi évalué et remplacé par un autre booléen. Donc si prix voiture est inférieur à 5 000, achat voiture est vrai, puisque le deuxième membre avec un prix égal à 5 500 ne peut pas être vrai en même temps. Et si prix égale 5 500 et option GPS est vrai, achat voiture est vrai, puisque le premier membre avec un prix inférieur à 5 000 ne peut pas être vrai en même temps. On déborde ici du cadre que je m'étais fixé de rester dans les fondamentaux du langage, mais les opérateurs logiques sont très importants pour optimiser un code. C'est une pièce maîtresse en informatique. Concernant les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, on a déjà vu le plus dans les boucles for. Il existe son homologue, le moins, qui au lieu d'ajouter 1 à la variable, le retranche. Pour être complet, il y a aussi des opérateurs bit à bit qui permettent aussi très souvent de se simplifier la vie et de produire un code optimisé et compact.
mais je ne vais pas en parler ici, car on ne les utilisera pas dans les prochaines vidéos avec les exemples, et il faudrait aborder d'autres choses qu'il vaut mieux laisser de côté pour le moment. Maintenant, on va voir la gestion des broches d'entrée-sortie qui permettent à la carte de communiquer avec l'environnement extérieur. On va d'abord voir les broches digitales, ou numériques en bon français, qui sont les broches 2 à 13 sur la carte Arduino Uno. Pour définir une broche comme entrée ou comme sortie, on dispose de l'instruction PinMode qui doit être placée dans le setup. Attention à la majuscule, car si vous écrivez PinMode tout en minuscule, ça déclenchera une erreur. PinMode a deux paramètres. Le numéro de la broche, qui est un entier non signé sur 8 bits, et un mode qui est lui aussi un entier sur 8 bits, et qui peut prendre les valeurs suivantes: input pour utiliser la broche en entrée, donc pour lire un signal provenant d'un bouton poussoir ou d'un capteur. L'état logique est soit l'état haut avec la valeur de 1, soit l'état bas avec la valeur de 0. Mais la broche est sensible au bruit, et comme on l'a vu plus haut, quand rien n'est connecté, comme dans le cas où le bouton poussoir n'est pas appuyé, on peut y trouver n'importe quelle tension entre 0 et 5 volts. Et il vaudra mieux utiliser Input Pull-Up. Avec Input Pull-Up, la broche est maintenue à l'état haut à travers une résistance de pull-up dont j'ai déjà parlé dans l'exemple des boucles for. C'est une résistance interne de 20 à 50 K qui est connectée au VCC. Et donc la broche est à l'état haut à VCC, et quand on appuie sur un bouton qui est connecté de l'autre côté à la masse, la broche passe à l'état bas 0 V. Elle ne peut donc prendre que ces deux états. A noter que la valeur suffisamment grande de la résistance fait qu'il n'y a pas de court-circuit quand le bouton est appuyé. Et enfin, Output pour utiliser la broche comme sortie pour allumer une LED ou activer un relais. La broche est mise à l'état haut 5 V ou bas 0 V par l'instruction Digital Write. La broche fournit du courant jusqu'à environ 40 mA au maximum et 400 mA au total pour tout l'Arduino Uno. Il y a un risque de surchauffe si le courant demandé est trop important. Les instructions pour l'accès à ces broches sont au nombre de 3. PinMode, qui sert à configurer une broche et qu'on vient de voir. Digital Write, pour envoyer sur une broche un signal numérique, donc un état haut à plus 5 volts pour allumer une LED ou commander un relais, ou un état bas à 0 volts pour éteindre la LED ou mettre le relais en position repos. Digital Read pour lire l'état haut ou bas d'une broche et renvoyer une valeur high ou low selon le cas. Notez qu'ici on n'avait pas besoin d'un INT qui consomme 2 octets, mais d'un INT sur 8 bits ou d'un booléen qui ne consomme qu'un seul octet. Toujours penser à l'économie de mémoire. Pour les entrées analogiques, on a deux instructions seulement. Analog Read qui retourne une valeur sur 10 bits entre 0 et 1023 en fonction de la tension présente sur la broche. Dans une précédente vidéo, on avait vu qu'il existe une broche marquée RF, analogue référence, et qui sert à fixer une tension de référence pour la conversion analogique digitale sur les entrées. Par défaut, c'est la tension 5 volts de l'Arduino qui est la référence. Mais si on travaille sur une plage de tension plus faible, il faudra fixer la tension de référence à la plus haute tension susceptible d'être lue et qui renverra la valeur de 1023. Analog Write, qui permet de sortir une tension en PWM sur la broche de sortie en fonction de la valeur indiquée. Ici, dans l'exemple avec 128, on aura une tension moyenne de 2,5 V. Alors attention, ce n'est pas une tension continue mais du PWM, c'est-à-dire un signal carré positif modulé de fréquence de 490 Hz, et pour obtenir une tension lissée, il faudra utiliser un filtre passe-bas avec une résistance et un condensateur. Attention aussi à ce que vous allez brancher dessus, car il ne faudra pas tirer plus de 20 mA sous peine d'endommager la carte à long terme. Maintenant, on va voir des fonctions qu'on est amené à utiliser très souvent, ce sont les fonctions de délai et de temporisation. On dispose de deux instructions, délai ou delay, comme on veut, qui interrompt complètement l'exécution du programme pendant un certain nombre de millisecondes. MS est un entrée non signé long
représentant le nombre de millisecondes à attendre. On avait vu cette instruction dans plusieurs exemples présentés précédemment. Et on a milli qui est une fonction non bloquante, ce qui signifie que vous pouvez continuer à exécuter d'autres instructions pendant que vous mesurez le temps. La valeur du temps en millisecondes nécessite aussi un entier long non signé, donc une signette longue, qui va permettre de stocker plus de 4 milliards de millisecondes, mais qui va quand même déborder tous les 50 jours environ si la carte Arduino restait branchée longtemps. Donc si c'est le cas, il faudra y penser et gérer ça. Utiliser délai peut poser problème si vous avez besoin de réactivité, par exemple pour lire un bouton ou communiquer via le port série. On va voir cet exemple qui fait clignoter une LED toutes les secondes et qui lit l'état d'un bouton en l'affichant sur le moniteur série si le bouton est appuyé ou non. Et donc on ne peut pas utiliser délai car le programme doit faire deux choses en même temps. Donc on commence à assigner les pins avec la 13 pour la LED. On rappelle que la broche 13 correspond à la LED qui est soudée sur la carte, et j'aurais aussi pu utiliser LED built-in pour la désigner, car en interne, LED built-in a la valeur 13. Et le bouton qu'on a connecté entre la broche 2 et la masse. Ensuite, on va déclarer les variables avec une signette longue pour stocker la valeur ancien milli qui est initialisée à 0. On déclare aussi une constante de temps pour faire clignoter la LED, donc 1000 millisecondes, soit une seconde. Alors là, vous allez me dire que je déclare un entier long pour stocker une valeur de 1000 seulement. Et oui, car cette valeur va être utilisée dans des calculs qui font intervenir la variable ancien milli qui est une signette longue, donc de 4 octets. Et si je mettais ma valeur de 1000 dans un INT de 2 octets, il aurait fallu ajouter une instruction de conversion de mon entier 16 bits en un entier 32 bits, sinon l'opération ne pourra pas se faire. Donc ce serait contre-productif en termes de temps d'exécution. Ensuite, on va avoir besoin de stocker l'état de la LED, allumé ou non, et on va utiliser un booléen état LED. Vous remarquez qu'on ne peut pas mettre d'accent ni laisser d'espace dans les noms de variables. Mais ça, on l'avait déjà vu. Et on va avoir aussi besoin d'un autre booléen pour stocker l'état initial du bouton, appuyé ou non, c'est ancien état bouton. Notez le caractère underscore qui remplace l'espace. On rappelle que le bouton est relié à la masse, et donc il est à l'état haut au repos et à l'état bas quand on appuie dessus. Vous remarquerez aussi que j'ai mis toutes ces déclarations en tout début de fichier. Et on arrive au setup dans lequel on va initialiser les broches avec l'instruction pinMode. Donc la broche LED pin, la 13, en output, et la broche du bouton en input, mais avec une résistance de pull-up pour que la broche au repos soit mise clairement à l'état haut. Et on va aussi initialiser le moniteur série à la vitesse de 9600 baux. On verra plus loin les commandes du moniteur série qui sert en fait de console pour afficher les messages comme au bon vieux temps. On arrive dans le cœur du programme avec la fonction loop. Et on déclare une variable current milli, toujours en une signette longue, et qui va contenir la valeur de milli, qu'on va lire à chaque tour de piste. Notez que cette variable est de portée locale et n'a d'existence que dans le loop, contrairement à ancien milli qui est une variable globale. Là, on a le bloc d'instructions qui va gérer le clignotement de la LED. On compare current milli et ancien milli pour voir si la valeur de tempo est atteinte. Si oui, on remplace ancien milli par current milli et on inverse l'état de la LED. On regarde bien cette instruction. État LED est un booléen, donc qui peut prendre deux valeurs, true ou false. Plutôt que d'écrire un test avec if-else, on va faire très simplement avec un non logique symbolisé par le point d'exclamation et qui inverse directement la valeur de état LED. C'est simple et efficace pour reprendre ma bonne vieille devise. Donc, on inverse l'état de la LED, on l'allume si elle était éteinte et on l'éteint si elle était allumée, et on écrit la nouvelle valeur de état LED sur la broche de la LED avec l'instruction digital write. Et le programme peut continuer son exécution
avec la gestion du bouton. De la même manière, on va lire l'état du bouton avec Digital Read, et là aussi, on va faire l'économie d'un test if-else par cette opération logique. Si état bouton est égal à low et que ancien état bouton est égal à high, ça veut dire qu'on a appuyé sur le bouton. Et on écrit sur la console du moniteur série bouton appuyé. On stocke l'état actuel du bouton dans ancien état bouton et on continue le programme. S'il y avait d'autres instructions en dessous, elles seraient exécutées. Mais comme il n'y a plus rien, on reboucle au début de loop en lisant la nouvelle valeur de milli pour voir s'il faut changer l'état de la LED. Et ainsi de suite. Donc on voit que deux processus se déroulent indépendamment l'un de l'autre et que le bouton est lu en continu. Alors tout n'est pas parfait, car si on avait une suite d'instructions à exécuter après la lecture du bouton qui doit prendre plus d'une seconde, on ne pourrait plus faire clignoter la LED toutes les secondes. Il faudrait utiliser ce que l'on appelle une interruption. Mais on ne va pas parler de tout ça tout de suite, et ça fera l'objet d'une autre vidéo beaucoup plus tard quand on sera plus avancé. Tout ça pour dire qu'en programmation, il y a toujours une solution. Alors je n'en ai pas parlé, mais on peut aussi avoir des temporisations en microsecondes avec la fonction délai microseconde et la fonction micro, qui fonctionnent comme délai et milli. Maintenant, on va voir quelque chose aussi d'essentiel, ce sont les bibliothèques. Alors les bibliothèques sont des ensembles de fichiers de code préécrits, généralement en C++, qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à vos projets. Elles permettent de gagner du temps et de faciliter l'utilisation de composants matériels, comme des capteurs, des moteurs, des écrans, etc., ou de gérer des protocoles de communication comme I2C. On verra leur utilisation dans les vidéos suivantes, lorsqu'on va aborder le pilotage des moteurs pas à pas ou la gestion d'un écran LCD par exemple. On verra aussi à ce moment comment les installer automatiquement par le gestionnaire de bibliothèque de l'IDE de l'Arduino. Une bibliothèque Arduino est composée de un ou plusieurs fichiers d'extension .h, c'est les headers, qui contiennent les déclarations de fonctions, de classes et les constantes. Et un ou plusieurs fichiers .cpp qui contiennent le code. Le fichier property contient des infos sur la bibliothèque. C'est un fichier texte. Elles sont chargées au tout début du code, avant toute déclaration, par la directive include. Celle-ci est traitée avant la compilation par le préprocesseur. Elle copie-colle littéralement le contenu du fichier spécifié dans votre code. Il y a deux syntaxes différentes. Soit en mettant le nom de la bibliothèque entre deux chevrons, le compilateur cherche alors dans les répertoires système ou dans le dossier de l'IDE Arduino. Cette syntaxe est utilisée pour les bibliothèques standards ou installées. C'est la syntaxe la plus fréquente. Mais on peut aussi avoir le nom de fichier à inclure entre des guillemets. Et là, le compilateur cherche d'abord dans le dossier du sketch, puis ailleurs s'il n'est pas trouvé. Cette syntaxe est utilisée pour des fichiers personnels ou locaux. En ce qui concerne les commentaires, on en avait déjà parlé, mais on va le rappeler, ils permettent d'expliquer le code, il ne faut pas les oublier, car on est bien content de trouver un maximum d'informations quand on reprend un ancien code. Il y a deux syntaxes selon que le commentaire tient sur une ligne ou sur plusieurs. Un commentaire commençant par une double barre oblique peut être mis sur une ligne contenant une instruction derrière un point-virgule. Maintenant, on va voir des structures de données avancées avec tout d'abord les tableaux, ou arrays en anglais, qui permettent de stocker plusieurs valeurs du même type sous un seul nom. C'est très utile pour manipuler des séries de données, comme des lectures de capteurs, des sorties vers des LED ou des données de calcul. On peut initialiser un tableau lors de sa déclaration et le remplir de valeurs. Dans ce cas, la taille du tableau peut être remise, car le compilateur peut la déduire facilement. Si on le déclare simplement, il faut indiquer sa taille. Le premier élément d'un tableau a l'indice 0, et on ne peut pas modifier ça en Arduino. On peut aussi déclarer un tableau à plusieurs dimensions, mais attention à la mémoire qui est vite consommée. De même, il n'y a pas de possibilité d'allocation dynamique directe et un tableau aura une taille fixe. Pour information, on dispose quand même des instructions malloc et realloc, mais je vous déconseille de les utiliser,
car comme il n'y a que peu de mémoire, elles ont toutes les chances d'échouer et elles vont fragmenter la mémoire aboutissant facilement à un plantage de la carte. Ici, on a un exemple d'utilisation avec une boucle for qui va lire les éléments du tableau valeur et les envoyer à la console par le moniteur série. On voit qu'on commence à 0 avec la variable de boucle i égale 0 et qu'on va jusqu'à 4 avec la condition i inférieure à 5, par incrément de 1 avec i++. On va voir maintenant les structures de données. Une structure est un type de données défini par l'utilisateur qui permet de regrouper plusieurs variables, même de types différents, sous un même nom. Ça rend le code plus lisible et facilite la gestion de données complexes. Il faut d'abord définir la structure avec l'instruction struct avant de pouvoir déclarer une variable de ce type. On va voir un exemple avec le recueil des données de température et d'humidité d'un capteur. On commence par définir la structure capteur qui va contenir 3 variables. Un identificateur ID qui est un entier, une valeur de température et une valeur d'humidité qui sont en virgule flottante. Une fois que la structure est définie, on peut déclarer une variable de ce type. Cette variable va servir à lire les données du capteur qui est branché sur les broches de l'Arduino. Cette partie du code n'est pas représentée. Et on va juste la simuler en remplissant manuellement les 3 variables de la structure. Ensuite, on peut les envoyer à la console du moniteur série pour affichage. Donc ces structures vont permettre de simplifier grandement la vie en rendant le code plus lisible et en plus on peut facilement ajouter de nouvelles variables au fil des améliorations. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra le moniteur série dont on a déjà un peu parlé et on verra aussi les fonctions qui sont des éléments essentiels de la programmation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à apporter des précisions ou à corriger des bêtises que j'aurais pu dire. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. À bientôt!